Merci. Deuxième question de Monsieur Servat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 31 décembre 2017, le dispositif fiscal prévu à l'article 199 1 du Code général des impôts, qui permettait aux personnes dont les revenus étaient les plus faibles de rénover leurs habitations, est arrivé à échéance pour les DOM. Pourtant, 50 000 logements dont les propriétaires vivent dans des conditions économiques difficiles restent à rénover dans l'ensemble des Outre-mer. Certes, un dispositif de crédit d'impôt a pris le relais à compter du 1er janvier 2018. Cependant, celui-ci est bien moins intéressant pour les ultramarins que la défiscalisation, dans la mesure où il induit pour ceux-ci des capacités de financement de leurs investissements. Or, le public auquel s'adresse le dispositif ne dispose pas de telles capacités de financement. Au cours des discussions qui ont précédé l'adoption du projet de loi de finances pour 2018, nous avions longuement échangé sur la pérennisation du dispositif de défiscalisation et sur le gel de l'ensemble des aides fiscales dans l'attente des conclusions des assises des Outre-mer. Ces discussions n'ont toutefois pas forcément abouti. Les socioprofessionnels ultramarins se retrouvent dans l'incertitude quant à la portée de l'amendement dit Letchimy qui prévoit que le dispositif de défiscalisation continue d'être mis en œuvre tant qu'aucun d'autre dispositif de préfinancement du crédit d'impôt n'a été adopté. Cette incertitude nous fait d'ailleurs craindre les effets de l'extinction de l'ensemble des dispositifs d'aide fiscale pour les DOM que la loi fixe au 31 décembre 2020. L'amendement précité, Letchimy, devrait les rendre indéfinis dans le temps, alors que nous n'imaginons bien que telle ne saurait être la volonté du gouvernement. Cependant, dans un contexte économique où 95% des entreprises sont des TPE de moins de 5 salariés, qui ne disposent donc pas de moyens de financement par elles-mêmes de leurs investissements, la prévisibilité et la stabilité de ces aides est la clé de voûte d'une dynamique économique pérenne pour nos territoires. Aussi, Madame la Ministre, les ultramarins s'interrogent sur les perspectives envisagées par l'État pour accompagner durablement le dynamisme de leurs économies. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le député Servat, l'état du parc de l'habitat dans les Outre-mer nécessite de poursuivre bien sûr une politique ambitieuse de construction et de rénovation. Et c'est d'ailleurs à ce prix que le BTP ira mieux. Le BTP va mieux quand on porte des projets. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. Alors, ces politiques de soutien se traduisent bien sûr par le financement sur le budget de l'Outre-mer. Opération d'amélioration de l'habitat privé, c'est 21,7 millions d'euros qui ont été consacrés en 2017 et par des dispositifs d'incitation fiscale. Et je rappelle à cet égard que j'ai souhaité que dans le cadre de la LFI 2018, que des réductions et crédits d'impôt s'appliquent aussi à la réalisation de travaux de confortement, vous le savez, contre les risques sismiques et cycloniques, puisque c'est une donnée que nous devons davantage prendre aujourd'hui. En l'absence de mécanisme, vous l'avez dit, de préfinancement à taux zéro des investissements, en complément de la mobilisation du crédit d'impôt, l'article 199 que vous avez cité UC continue effectivement de s'appliquer dans les mêmes termes. Il n'est donc pas arrivé à échéance et peut toujours, il faut le dire, être mobilisé. Alors j'ai conscience que la rédaction de cette disposition dans le Code général des impôts suscite des questionnements et peut-être même des incertitudes. Mais il faudra probablement effectivement qu'on puisse le clarifier parce que la revue des aides économiques est bien sûr une occasion exceptionnelle de clarifier cet élément. Et je sais qu'on aurait envie que les dispositifs soient installés à l'infini, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Il nous faut effectivement aujourd'hui, et c'est comme ça que sont prévues les choses, mettre des dates qui définissent le temps de ces dispositifs. Mais bien entendu, et vous avez raison, le gouvernement n'a absolument pas l'intention de remettre le crédit d'impôt en question, de remettre le dispositif en question, puisqu'il faut d'abord pouvoir apporter une réponse complémentaire. Je considère, moi, que le crédit d'impôt est plus favorable aux particuliers, parce que les acquéreurs n'ont pas à supporter les coûts d'intermédiation. Et si le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt dû, bien sûr, il offre des préfinancements dans le cadre du PTZ pour basculer du régime de la réduction d'impôt au crédit d'impôt. Franchement, je trouve qu'on a ce débat-là qui est passionnant et que nous devons le mettre
on débat et échanger sur ces questions, là aussi, dans le cadre de nos échanges. Moi, je ne veux pas préjuger des travaux auxquels vous vous êtes largement impliqués et vous aurez sans doute, à la sortie de cette revue, des réponses plus précises. Et Madame Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué récemment la volonté du gouvernement de mettre en place un dispositif fiscal adapté aux spécificités des ports ultramarins. En effet, chacun peut comprendre que le port du Havre et le port de Rotterdam bénéficient des mêmes règles de concurrence libre et non faussée applicables au sein de l'Union européenne. Mais ces règles ne s'appliquent pas dans les Antilles, où les ports de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre doivent faire face à la concurrence des ports de Kingston en Jamaïque, de Colón au Panama, Freeport aux Bahamas ou Caucedo en République dominicaine. En outre, l'élargissement du canal de Panama représente une opportunité de positionner nos ports d'outre-mer dans les échanges commerciaux de la Caraïbe, ce qui passe par la coordination de leurs investissements et l'adaptation de leurs régimes fiscaux. Par ailleurs, le renforcement des services maritimes des ports des Antilles permettrait de mieux répondre aux situations de crise climatique comme celle que nous avons vécue lors du passage de l'ouragan Irma. En effet, la voie maritime a été le premier moyen de desservir Saint-Martin depuis la Guadeloupe grâce aux bateaux de nos armateurs français. Cet épisode dramatique a mis en lumière la valeur ajoutée que représenterait une flotte stratégique nationale transitant par nos ports ultramarins. Elle permettrait d'assurer en toute indépendance la sécurité et le ravitaillement de nos concitoyens. Madame la Ministre, je vous sais attachée à ces sujets. C'est pourquoi je souhaite vous demander quelles mesures incitatives pourront être prises afin de permettre à nos ports des Antilles de développer leur potentiel pour s'ouvrir sur le monde et de devenir le nouveau hub de la Caraïbe. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée Sophie Panonacle, la question des ports dans les territoires d'outre-mer est extrêmement importante. On a 4 grands ports maritimes, celui de la Réunion, celui de la Guyane, celui de la Martinique et bien sûr celui de la Guadeloupe. Et ils concentrent 95% des échanges de marchandises entrant dans ces territoires. On voit bien leur importance pour chaque territoire. Ils ont aussi vocation à se renforcer pour devenir, et vous l'avez dit, des hubs internationaux attractifs et mieux coordonnés au sein de leur bassin. C'est ce que j'ai dit également tout à l'heure. Le 27 juillet 2017, la Commission a demandé, vous le savez, la suppression de l'exonération de l'impôt sur les sociétés en faveur des ports français, considérée comme une aide d'État. C'est une décision qui a touché les ports d'outre-mer et vous avez raison de dire que nous ne sommes pas dans la même configuration quand on est dans un territoire ultramarin. Parce qu'on peut comprendre effectivement la question de la Commission sur les ports nationaux, mais ça n'a pas du tout le même sens pour les ports ultramarins. Ils ne sont pas en concurrence du tout d'ailleurs avec les ports européens. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes les ports européens dans chacun de ces bassins maritimes ou de ces océans. Il nous faut donc pouvoir revenir sur cette décision pour les territoires d'outre-mer auprès de la Commission. C'est ce que nous portons. J'ai obtenu du CIMER le 17 novembre la mise en place d'un dispositif fiscal qui sera adapté aux spécificités des ports ultramarins pour compenser effectivement les surcoûts et permettre d'accueillir davantage d'activités portuaires. Nous présentons à la Commission le mois prochain cette proposition puisque c'est cette démarche qui est obligatoire. Alors, le CIMER a également décidé d'étudier, et vous le savez, l'exonération des ports ultramarins de la taxe foncière sur l'emprise des terminaux de croisière, parce que là aussi, ça permettra effectivement d'être davantage concurrentiel dans nos bassins. Nous savons effectivement, par exemple pour les Caraïbes, que nous avons eu faire face à la concurrence de la Jamaïque, mais nous devons pouvoir aussi avoir notre part plus importante du transport dans cette région. Merci. Nous en venons aux questions de M. Stéphane Claireau. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi en préambule de m'étonner de l'attitude peu élégante de notre collègue Ratenon, mais ça n'honore pas ses électeurs, mais ça le regarde. Madame la Ministre, vous nous avez réaffirmé encore aujourd'hui votre volonté de revoir les dispositifs d'aide économique en Outre-mer.
En effet, nous ne pouvons que partager votre constat. Un manque de lisibilité, des dispositifs obsolètes, une absence de différenciation territoriale. L'état des lieux est sans appel. Les Outre-mer, et j'insiste sur le pluriel, ont besoin de réponses adaptées. Nombreux sont mes collègues sur ces bancs qui peuvent témoigner comme moi que les jeunes entrepreneurs de nos territoires se perdent sous la masse de dispositions empilées avec le temps et qui parfois sont bien loin de répondre aux besoins actuels de nos économies. Parallèlement, l'outre-mer est bien souvent attaqué par ceux qui le connaissent si mal et qui s'interrogent sur le chiffre de 2,5 milliards d'euros d'aides versées chaque année à nos territoires. Il y a effectivement nécessité d'optimisation et de transparence. Comme vous l'avez déjà précisé, l'objectif de la réforme attendue est bien d'assumer pleinement un soutien public au développement économique en outre-mer, tout en ciblant les spécificités de chacun des territoires en matière d'aide à l'investissement, d'aide au fonctionnement, d'aide à la capitalisation ou encore de dispositifs zonés. Aussi, pouvez-vous nous expliquer, Madame la Ministre, quel sera le périmètre de cette réforme? Comment comptez-vous procéder pour transformer l'existant obscur en outil efficace pour le développement économique de nos territoires? Par ailleurs, je sais l'importance que vous portez à ce que les réponses soient issues de chaque territoire. Alors, Madame la Ministre, quelle méthode comptez-vous employer pour associer à la réflexion les forces vives ultramarines, les acteurs socio-économiques et les élus de chaque outre-mer? Merci. Merci, ma chère collègue. Madame la ministre. Monsieur le député Stéphane Claireau, vous me parlez effectivement de la revue des aides économiques et de leur périmètre. Alors, la revue des aides économiques est une occasion unique de refonte de l'ensemble de ces dispositifs qui, aujourd'hui, manquent de cohérence et d'efficacité, voire surtout de lisibilité. Le périmètre, alors, il est volontairement large. Il exclut une chose, c'est effectivement l'octroi de mer, qui est d'abord une aide décidée par les collectivités et qui est complètement hors périmètre de cette revue. La revue, ce sont des aides à l'investissement, la défiscalisation, par exemple, la TVA NPR, les aides de fonctionnement, l'exonération des charges qui sont en place dans le cadre de la LODEOM et dans le cadre de la LOPOM. Il y a bien sûr le CICE qui doit être refondu sous d'autres formes de soutien, à la fois d'exonération de charges, mais peut-être de nouveaux dispositifs. Il y a l'aide au fret, qui fait partie effectivement de ces aides au fonctionnement. Il y a les aides à la capitalisation, je pense au FIP. Et puis, il y a les aides fiscales zonées, que sont la ZFA, la ZFU, la ZRR, qui font partie effectivement de l'ensemble du périmètre. Alors après, certaines de ces aides nécessitent des ajustements, simplement, pour répondre effectivement aux besoins qui ont évolué sur ces territoires, des ajustements qui sont quelquefois que techniques. Je pense à la défiscalisation. D'autres nécessitent une révision en profondeur, les exonérations en lien avec la fin du CICE. Et puis, certaines méritent d'être totalement réinterrogées dans leur fondement même, et je pense effectivement à la TVA NPR. Nous avons déjà mené de nombreuses réunions avec les acteurs économiques, représentés notamment par la FEDOM. Nous avons créé un groupe de travail avec un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs d'outre-mer comme de l'Hexagone, qui participeront à cette réflexion. Et nous avons pour volonté de créer aussi de nouveaux outils à destination des PME et des très petites, des TPE, des territoires d'outre-mer pour mieux les accompagner. Et puis, bien sûr, nous tenons compte aussi, et nous devons tenir compte aussi des deux statuts existants, articles 73 et 74, voire effectivement également la Calédonie, qui nécessitent des dispositifs et des réponses qui sont obligatoirement différentes compte tenu de ces statuts et de la spécificité fiscale de certains d'entre eux. Voilà, c'est une co-construction et je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, ou alors j'irai trop vite dans le travail qui est prévu. Monsieur Claireau a la parole pour sa deuxième question. Merci, Monsieur le Président. Ma deuxième question porte sur l'économie bleue. Chacun ici connaît votre engagement pour la vocation maritime de nos territoires et votre volonté de développer l'attractivité des ports en Outre-mer. Un attachement partagé par l'ensemble du gouvernement qui s'est traduit en novembre dernier à l'issue du CIMER, du Comité interministériel de la mer, par plusieurs annonces spécifiques pour l'Outre-mer. Je pense tout d'abord à l'expérimentation de zones hors taxes au sein de villes portuaires ultramarines afin de favoriser notamment le développement du tourisme de croisière. Vous avez bien compris, Madame la Ministre, que la croisière est un secteur en plein essor, que ce soit aux Antilles, dans le Pacifique, l'océan Indien ou encore en Atlantique Nord, dans le golfe du Saint-Laurent, aux alentours de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle forme prendra cette expérimentation de zones hors taxes ?
Par ailleurs, toujours lors du CIMER, vous aviez évoqué le rétablissement d'un taux réduit de TVA sur la location des bateaux de plaisance, un secteur lui aussi en pleine croissance dans nos territoires. Quelles actions ont donc été entreprises en ce sens ? Et pour conclure, aucun développement de l'économie bleue ne pourra s'opérer sans une formation adéquate de nos jeunes ultramarins. Je sais à quel point cet aspect vous importe. Vous avez d'ailleurs en ce sens proposé, toujours lors du CIMER, la mise en place de sections maritimes dans nos lycées professionnels, mais aussi vous aspirez à une possible coloration maritime de l'enseignement au sein de nos lycées généraux. Sur ce dernier point, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous expliquer votre vision de cet axe très innovant en matière de formation ? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, vous avez raison, le tourisme de croisière, il est en plein essor. Et nous pouvons le voir dans les résultats depuis 3 ans, des taux de croissance dans l'ensemble des territoires d'outre-mer et notamment des croissances à 2 chiffres en Martinique, en Guadeloupe et en Polynésie. Et on voit bien que les perspectives annoncées sont porteuses d'espoir et nous cherchons de l'espoir et de la dynamique pour persuader nos jeunes de rester s'investir dans nos territoires. Eh bien, c'est un secteur à privilégier. Alors le CIMER du 17 novembre a pris des mesures fortes en ce sens, effectivement pour expérimenter une zone de duty-free dans un port ultramarin, dans un DROM, qui en fera la demande, puisque nous mettons aujourd'hui cet outil à la disposition des territoires qui souhaitent effectivement le développer. Nous voulons aussi assouplir les régimes de visa, c'est ce que nous avons mis dans le CIMER, comme d'ailleurs programmer des formations spécifiques pour l'accueil des croisières. L'expérimentation de la zone duty-free, c'est un travail technique qui est en cours et cet outil sera disponible très vite. Il est à l'origine d'une demande venant des Antilles. C'est une réponse qui leur a été apportée. Cette possibilité leur est donc aujourd'hui offerte, comme à d'autres d'ailleurs. Et l'objectif est de débuter avant la fin de l'année cette première expérimentation. Le taux réduit de TVA sur la location des bateaux de plaisance, oui, nous l'avons décidé au CIMER. Nous avons décidé d'étudier cette mesure. Elle comprend des demandes. Alors, elle répond à des demandes des entreprises, cette fois, qui sont soumises à de fortes concurrences internationales. Je pense notamment dans les Caraïbes. Il faut cependant qu'on puisse s'assurer que cela ne crée pas là aussi des effets d'aubaine et pouvoir donner un cadre précis. C'est ce que nous allons faire très vite. Enfin, les formations. Dans le cadre du CIMER, nous sommes allés plus loin dans les formations maritimes, ce que nous avions déjà d'ailleurs entrepris avec Erika Barèche au CIMER précédent. On avait signalé l'importance de ce secteur. On a souhaité un rapport, toutes les deux, qui n'a jamais été véritablement mené. Eh bien, passons directement à l'action et menons effectivement, et c'est pas un reproche, menons effectivement directement des expérimentations sur les terrains. Sur le terrain, il y a quand même aujourd'hui 11 lycées maritimes. Il n'y en a pas un dans les territoires d'outre-mer et il nous faut aussi innover en la matière, innover nous-mêmes pour pouvoir répondre aux besoins. Nous en venons aux questions du groupe Les Républicains et la parole est à monsieur David Lorion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est après plusieurs semaines que nous tentons d'attirer votre attention, Madame la Ministre, sur la suppression de l'allocation d'accession au logement social et nous avons enfin eu droit à un début de réponse sur le fait que des centaines de familles, des opérateurs sociaux, des petites entreprises pourraient ne pas faire faillite, pourrait ne pas rentrer en désespérance et pourrait continuer à travailler. C'est une promesse que vous nous faites ce soir devant notre Assemblée. C'est une promesse que je vais répéter à ces familles, qu'on a obtenu des réponses favorables et je m'en réjouis. Mais au-delà de ce débat, Madame la Ministre, je ne comprends pas que le ministère de l'Outre-mer n'ait pas eu plus tôt son mot à dire sur cette question du logement social. Le ministère de l'Outre-mer est-il encore le pivot du logement social Outre-mer ou est-il traité dans un autre ministère? Cette question me paraît essentielle pour la suite de l'existence même du ministère de l'Outre-mer. Au-delà de ce débat, je voudrais intervenir évidemment dans le grand chantier que vous avez entrepris et qui me semble tout à fait essentiel aux Outre-mer, qui est la réforme des aides aux entreprises. Cette réforme est nécessaire, elle est utile, elle est intelligente, à condition que ce soit un débat public sur lequel, évidemment, tous les députés puissent y participer. Et j'attire votre attention que beaucoup n'y sont pas. Et par conséquent,
c'est une invitation, mais c'est aussi une espérance de pouvoir y participer. J'aspire évidemment à ce qu'un fonds d'investissement public soit mis en place, que les aides soient plus faciles et plus accessibles aux petites entreprises. J'aspire surtout qu'on ait des lendemains qui chantent et un ministère de l'Outre-mer qui soit fort pour les Outre-mer. Merci, Madame la Ministre. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le député David Lorion, oui, vous avez attiré mon attention, mais franchement, mon attention, elle était attirée bien avant. Et vous savez très bien, parce que ça fait partie du jeu, qu'il y a des débats entre les différents ministères, qu'il y a des arbitrages, et qu'une fois que le combat est terminé, que l'arbitrage est rendu, ça fait partie de toute façon de ma logique politique. Ensuite, on défend la position qui a été prise. L'Outre-mer fait toujours entendre sa voix, et je vous rappelle que le réflexe Outre-mer avance, ce n'est pas qu'un slogan. Ça veut dire que dans chaque ministère, il y a aujourd'hui des correspondants dans chaque, bien sûr, direction, mais surtout également cabinet, pour qu'on ne néglige pas les spécificités des territoires d'outre-mer. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense honnêtement que cette décision pour les territoires d'outre-mer a été brutale et que le 1er janvier 2018 est tombé comme un coup près, là où on aurait peut-être pu se préparer davantage. Mais le ministre de Normandie après avoir été interpellé par 2 fois ici dans l'hémicycle, dit qu'il réfléchirait à cette demande qui était de moratoire. Alors, c'est toujours compliqué d'utiliser le mot moratoire, mais disons tout simplement que ce couperet qui est tombé trop vite, comment peut-on apporter des réponses pour tous ces dossiers qui étaient prêts et qui méritent aujourd'hui d'être revus? Oui, votre attention, mon attention a effectivement été attirée sur l'ensemble des dossiers des territoires d'outre-mer et sur l'ensemble de la question du logement, mais aussi bien sûr sur l'ensemble de la revue des aides économiques et de la nécessité de donner de nouvelles dynamiques de développement dans l'ensemble de nos territoires, bien sûr pour l'économie et ceux qui aujourd'hui ont investi dans ces territoires, mais aussi, je le redis, pour donner envie à notre jeunesse d'y revenir, de s'y installer et de pouvoir créer sur place. C'est pour ça que nos aides doivent davantage aussi être tournées vers le soutien à l'innovation, car nous en avons aussi besoin. Le ministère des Outre-mer reste pivot dans tout ce qui concerne les ministères des Outre-mer, les questions Outre-mer. Mais je crois honnêtement qu'il faut d'abord réclamer le droit commun. Réclamons tout le droit commun, y compris sur le logement, l'intervention de l'ANA, l'intervention de l'ANRU, et faisons les spécificités au ministère des Outre-mer. Nous en venons à la question de Madame Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, lors des débats sur la loi égalité réelle Outre-mer, les différents rapporteurs ont souligné la pertinence des zones franches pour les Outre-mer en raison de la proximité dans nos environnements régionaux de pays offrant des niveaux de salaire beaucoup moins élevés. Les rapporteurs mettaient aussi en avant la nécessité de réfléchir à une rationalisation et une simplification de ce dispositif, évoquant notamment la mise en place de zones franches globales. La région Réunion, chef de file en matière de développement économique, réfléchit à la création d'une zone franche à l'export dans l'objectif de produire localement à La Réunion, avec une main-d'œuvre et un savoir-faire réunionnais, des biens qui seront ensuite réexportés vers des pays étrangers. Une telle zone franche à l'export serait très attractive pour les investisseurs étrangers, pas seulement sur le plan des charges fiscales et sociales, mais également en termes de bénéfices du label français et de conformité aux normes européennes. Afin de ne pas déstabiliser le marché local, la production réalisée dans cette zone franche à l'export ne pourrait être vendue à La Réunion que dans la limite d'un quota ne dépassant pas, par exemple, 20%. Je rappelle que La Réunion est le seul territoire dans la zone océan Indien qui offre toutes les conditions de sécurité, notamment sur le plan financier. Ainsi, il deviendrait possible pour des entreprises étrangères, originaires notamment de grandes puissances économiques et démographiques riveraines du grand océan Indien, de venir fabriquer à La Réunion des produits de qualité qui seraient revendus dans ces pays étrangers, dont les consommateurs sont friands du Made in France. Madame la Ministre, la situation de nos Outre-mer en termes d'activité et d'emploi impose qu'ils disposent des outils pour s'ouvrir au monde dans le cadre d'un nouveau modèle de développement économique.
Pouvez-vous, Madame la Ministre, à l'heure où vous travaillez à une remise à plat des politiques d'aide aux entreprises d'outre-mer, m'indiquer si vous souhaitez mettre en œuvre des zones franches globales et nous apporter dans ce cadre le soutien plein et entier du gouvernement sur ce projet de zone franche à l'export à La Réunion? Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. Madame la ministre. Madame la députée Nathalie Bazir, vous proposez la création à La Réunion d'une zone franche à l'export qui permet de produire, bien sûr, à moindre coût localement des biens qui pourront ensuite être exportés. Alors, c'est une proposition qui est intéressante et dans le cadre de la revue des aides économiques, elle a toute sa place. Elle est intéressante parce que sa mise en place permet effectivement une dynamique de production beaucoup plus importante et les dispositifs actuels de zone franche d'activité fondés sur des abattements fiscaux présentent malgré tout des défauts. Alors, il faut qu'on puisse en parler. Aujourd'hui, il faut ouvrir peut-être à des secteurs où sont peut-être trop ouverts et on touche des secteurs beaucoup trop larges en matière de zones franches. En vérité, aujourd'hui, il y a 30% d'entreprises qui captent 80% des abattements. Et c'est là où peut-être il faut effectivement suivre votre idée, mais peut-être davantage les flécher ou les déterminer dans des secteurs importants de développement pour chaque territoire. On a aussi de la difficulté à articuler les zones qui seraient spécifiques au territoire de la Réunion à l'ensemble des zones existantes, les ZR, je le disais tout à l'heure, les ZFU, les ZR, les Z, je ne sais plus, il y en a tellement, il y en a 3-4 là, des ZFA, voilà. Et toutes ces zones sont empilées dans des dispositifs qui, à un moment donné, ne sont plus lisibles et font penser qu'il y a sans doute un besoin de revoir les choses pour qu'elles soient davantage efficaces. Je l'ai dit tout à l'heure, souvent les zones franches sont là pour amorcer et ont pour objet ensuite de disparaître, puisque l'amorce est donnée dans l'ensemble de ces zones que j'ai citées. Nous sommes là sur un autre secteur ou une autre dimension. L'idée est de dire je peux mieux être concurrentiel dans la zone, dans ce bassin où est la Réunion par rapport à effectivement ce que peut faire l'Inde, l'Afrique du Sud, les autres pays de la zone comme Maurice ou d'autres. C'est bien l'idée que vous avez en parlant de zone franche d'activité. Voilà, rien n'interdit de travailler sur cette proposition dans le cadre de la revue. Nous en venons à la question que va poser Mme Claire Guillon-Firmin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à quelques mois d'une nouvelle saison cyclonique que la population appréhende fortement, tout reste à reconstruire sur l'île de Saint-Martin. L'économie peine à redémarrer et au mieux, pouvons-nous espérer une reprise du tourisme pour la saison 2019-2020. Des entreprises sont encore dans l'attente d'expertise des assurances et d'indemnisation. Nous craignons qu'elles ne déposent le bilan et licencient leurs salariés. Ce qui serait aussi dramatique sur le plan économique qu'humain. Faute d'études statistiques, Saint-Martin se trouve dans un angle mort des politiques publiques. Les besoins sont ainsi extrêmement difficiles à établir, ce qui empêche de mener une véritable politique économique dans la collectivité. Un indice des prix doit être établi, un PIB évalué. Nous n'avons ni de calcul de taux de pauvreté, ni de données relatives au commerce extérieur. Bref, ce dont toutes les collectivités françaises bénéficient. Nous espérons la création d'une antenne INSEE à Saint-Martin. Alors que la Commission européenne sollicite des données économiques actualisées afin d'établir les programmes opérationnels pluriannuels et d'en désigner les autorités de gestion, cette carence d'outils d'évaluation fiables risque de nous handicaper encore davantage. Pour la période de programmation budgétaire 2021-2027, compte tenu de l'ampleur du chantier de reconstruction, Saint-Martin doit pouvoir gérer en toute autonomie les financements qui lui sont accordés par l'Europe. D'autre part,
la commissaire Madame Crétu a annoncé l'octroi d'une aide pour catastrophes naturelles de 49 millions d'euros au titre du FSUE. Madame la ministre, nous nous interrogeons sur la ventilation de cette aide entre les collectivités d'outre-mer concernées et l'État. Aucun effort ne doit être économisé pour relever Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Madame la députée Claire Javois, je comprends effectivement à travers votre question votre inquiétude et je veux dire ici combien je suis navrée d'avoir vu que la réhabilitation de l'hôtel de Saint-Barth part en fumée avec un incendie ou d'entendre effectivement quelques inquiétudes fortes sur les hôtels de Saint-Martin malgré tous les efforts qui sont faits. Alors, vous parlez du manque de données statistiques à Saint-Martin. Oui, c'est une vraie difficulté parce que vous savez qu'on a besoin toujours de statistiques ou de chiffres pour pouvoir effectivement mettre en place un certain nombre de politiques publiques, de savoir les mesurer et les doser. Et l'absence de collecte de l'ensemble de ces données est quelque chose qui est un point noir sur notre accompagnement du territoire. Et je suis d'autant plus sensible à ce sujet que je le connais moi-même sur le même type de territoire, même si c'est un tout petit peu plus petit encore, chez moi. Et je sais combien c'est important. L'INSEE a réalisé en 2016 un premier diagnostic territorial à partir de données existantes et données notamment par l'IEDOM, qui a programmé une mission pour étudier le PIB de Saint-Martin. Mais je suis d'accord avec vous, c'est encore insuffisant. Il nous faut aller plus loin et pouvoir répondre à vos besoins sans obligatoirement, je dois vous le dire très honnêtement, qu'il y ait une antenne spécifique sur Saint-Martin. Autre sujet, effectivement, le Fonds de solidarité de l'Union européenne, le FSUE, et je veux profiter ici pour dire merci à la Commission du soutien qu'il a pu donner effectivement à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Guadeloupe. Ce dossier a été soutenu et effectivement, vous avez raison. La France a donc obtenu un montant de 49 millions d'euros, montant de notre demande au titre de Saint-Martin et de la Guadeloupe, et une première avance de 4,9 millions d'euros qui a fait qu'une première partie de cette avance a déjà été versée à Saint-Martin pour les premières dépenses. Mais vous savez aussi, ce FSUE, il répond à des exigences particulières, des critères. Il s'agit bien de traiter l'urgence et donc nous sommes sur des investissements de première nécessité, notamment dans la remise en fonctionnement des infrastructures qui ont été engagées en 2017 et en 2018 par Saint-Martin. Nous serons aux côtés de Saint-Martin, qui reste bien sûr une priorité, et il faut que Saint-Martin bénéficie pleinement de ce soutien européen. Nous en venons à la question que va poser Madame Nadia Ramassamy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi de finances pour 2018 n'a pas pris en compte les spécificités et les difficultés des Outre-mer. Elle a procédé à des coupes budgétaires qui n'ont pas réduit les inégalités latentes. Elle n'a fait que pénaliser nos régions et aggraver nos situations. La loi égalité réelle pour les Outre-mer est restée au stade de déclaration de bonnes intentions. Aucune action concrète n'a été menée pour améliorer le quotidien des ultramarins. Donc, aucun résultat pour une population qui ne peut plus attendre. S'ajoute à cela la suppression de l'aide au logement accession qui permettait aux ménages d'accéder à la propriété en finançant une partie de leurs emprunts. Ces familles n'ont plus la possibilité de devenir propriétaires. Elles sont condamnées à rester locataires à vie et seront encore plus dépendantes des aides locatives de l'État. D'autant plus que cette suppression affecte gravement l'activité des TPE et des PME, induisant une perte d'emploi. Le président de la République parlait de l'expérimentation des emplois francs dans certaines régions de France. Pourquoi cette expérimentation n'a-t-elle pas également eu lieu dans nos territoires, alors qu'ils sont particulièrement touchés par le chômage et la vie chère ? La création de zones franches dans des secteurs d'activité pourvoyeurs d'emplois et spécifiques à chaque outre-mer serait une bonne initiative. Elle permettrait aux très petites et moyennes entreprises de mieux se développer et surtout de perdurer. Madame la ministre, vous nous dites qu'il faut attendre la fin des assises des Outre-mer pour faire l'état des lieux afin de mieux établir les contrats de convergence qui en découleront. Suite aux assises, pourriez-vous alors vous engager à prendre rapidement une grande loi spécifique à l'Outre-mer
qui rendent effectives les déclarations d'intention de la loi Égalité réelle, qui corrigent les lacunes des projets de loi de finances et qui aident enfin les citoyens ultramarins à compenser les inégalités économiques et sociales entre nos outre-mer et la métropole. Merci. Merci, mes chers collègues. Madame la ministre. Madame la députée, je comprends à travers votre question que vous me demandez comment on sort effectivement des assises et notamment budgétairement. Ce que je veux d'abord vous dire, c'est que le livre bleu sera un référentiel pour les politiques publiques en Outre-mer et qu'il aura des financements qui sont prévus et qui sont de 3 niveaux. D'abord, dans le cadre de la loi de finances de 2019, la revue des aides économiques et fiscales sera traduite dans cette loi de finances et on aura l'occasion effectivement d'en débattre au-delà des travaux que nous menons pour co-construire effectivement cette réponse. Nous aurons donc ce débat budgétaire important qui portera sur plus de 2 milliards d'euros puisqu'on est entre 2 et 2,5 selon les différentes évaluations. Il y a, nous en avons parlé avant, bien sûr, le grand plan d'investissement, le GPI, où l'outre-mer doit trouver toute sa place. Il s'agit du 1 milliard d'euros qui sera fléché pour les territoires d'outre-mer dans les mesures de droit commun qui sont prévues dans ce grand plan. Il y aura également, et vous le savez, la révision des contrats de plan État-région qui est à mi-parcours et qui devront être renforcés dans le cadre de ce débat et pour financer également aussi la sortie des assises et des projets qui seront dans le livre bleu. Les contrats de plan État-région seront également définis avec les collectivités dans le cadre des contrats de convergence et bien sûr dans le cadre aussi des plans de convergence. Tout cela doit se décliner en concertation avec les collectivités territoriales. Il y a aussi un certain nombre de financements de droit commun d'intervention de différents ministères qui répondront aussi au projet des assises et qui n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui, c'était pas encore aujourd'hui impliqué dans les contrats de plan État-région signés avec les territoires d'outre-mer. Une grande loi des outre-mer, je ne suis pas persuadée que ce soit utile. Et je ne suis pas persuadée qu'il ne faut pas être plus rapide et davantage dans l'action et ne pas perdre du temps dans une loi qui, vous le savez, d'après vos calendriers, n'arrivera pas